Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir à l'Institut français de Turquie à Istanbul pour la Nuit des idées 2022, qui est un rendez-vous annuel consacré à la libre circulation des idées et des savoirs qui se traduit par des débats, des conférences, des projections. La même nuit sur les 5 continents autour d'une même thématique. Cette année, le thème est Reconstruire ensemble via l'art numérique. Des professionnels français et turcs discuteront ce soir de l'avenir de l'art numérique. Nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir Jérémy Bello du collectif AV Extended et aussi un des directeurs artistiques du Festival d'art numérique Constellation de Metz. On a Candaş Şişman et Deniz Kader du collectif Nolab de Turquie. On a Romain Tamayo, le directeur des projets de la Fête de la Lumière de Lyon. Et on a Ali Kerem Bilge du collectif Base et Campus Numérique de Turquie. Donc la rencontre sera, comme je vous ai dit, en turc et en français avec traduction simultanée. Je vous souhaite dès maintenant une agréable soirée et j'espère qu'elle éclairera un peu notre présent et futur. Je vous remercie de votre attention et passe sans plus tarder la parole à nos intervenants pour se présenter. Donc on va commencer par Jérémy. Jérémy, la parole est à toi. Merci Sinan. Donc je vais présenter, je suis architecte et artiste plasticien. Je vais présenter le collectif AV Extended, qui est du coup une société française qui est basée au château de Beaugency et qui a des établissements à Strasbourg, à Metz et puis également à Casablanca avec l'un de nos cofondateurs qui est du coup basé au Maroc. Donc AV Extended, c'est une société qui a été fondée en 2012. On travaille depuis plus de 10 ans sur la recherche et l'expérimentation autour de l'image, du pixel et de la lumière, en utilisant vraiment le pixel comme un matériau à part entière de l'architecture. C'est un collectif qui a été créé par des architectes, des développeurs, des musiciens également. Et donc cette rencontre, elle se fait au moment où la création de l'image, du son et de la lumière entrent en corrélation et viennent faire résonner le patrimoine architectural. Alors on travaille sur des architectures patrimoniales fortes. Alors plusieurs projets que je vais vous présenter qui sont des projets indoor, enfin intérieurs et extérieurs, comme le projet qui a été présenté lors de Constellation, qui est un projet de mapping sur un orgue avec une mise en lumière de l'intérieur de la nef. Donc on travaille sur la valorisation patrimoniale architecturale, française principalement, puis avec des projets à l'international qui se développent autour du mapping architectural. On a récemment signé l'œuvre Iris en collaboration avec l'agence Tétro pour la Fête des Lumières de Lyon, dont Romain présentera les fondamentaux. C'était un vrai succès et puis l'occasion d'appréhender un public très nombreux sur une œuvre qui mixait mapping laser et vidéoprojection sur cette cathédrale Saint-Jean, qui est un lieu iconique et qui pour nous était vraiment un objectif en termes de déploiement sur l'ensemble des cathédrales qu'on a pu réaliser en France. Donc ce projet Iris est voué à tourner. Ensuite, je présente quelques projets. On travaille également dans le sud de la France, notamment à Cannes, où on a travaillé sur une création sur plusieurs sites, notamment au Suquet, et puis à Strasbourg, puisqu'on a un établissement à Strasbourg et on travaille régulièrement sur la mise en lumière patrimoniale à travers des œuvres numériques sur la cathédrale. Mais également le développement de parcours lumière, dont je vous parlerai ultérieurement dans la présentation. Un petit focus sur différents projets, notamment sur le Palais des Festivals à Cannes, pour lequel nous avons mis en lumière la montée des marches et réalisé une création qui s'intitulait le Palais des Eaux. Des installations sur l'espace public sont aussi au cœur de notre développement d'entreprise et de collectif. On est dans une logique sur, je dirais, un traitement à partir du néon LED qu'on déploie sous différents usages. Alors, ça fait l'objet d'œuvres sculpturales, mais également un déploiement autour de mobilier urbain. Donc, on questionne finalement l'usage de l'espace public, les flux, et on réagrège ou réoriente les flux qui vont être liés à des espaces publics, des places, pour créer des situations et créer des expériences. Sur l'ensemble de nos projets, nous travaillons
aussi sur la création sonore, c'est important de le rappeler, notamment avec l'artiste-compositeur Ena Eno, qui fait partie de la société et du collectif, et qui du coup intervient sur l'ensemble des créations, qui est présent dans la salle. Du coup, je pourrais lancer la vidéo numéro 1, sur un son de Ena Eno d'ailleurs. Création a été présentée lors de la Fête des Lumières. Alors c'est une œuvre qu'on a finalement fait évoluer, puisqu'elle était prévue en 2020 et on l'a présentée en 2021 lors de la Fête des Lumières. Cette œuvre, elle est importante dans notre réflexion, puisqu'elle confronte la question de la réalité perçue et de l'œil comme finalement le berceau des illusions. L'enjeu pour nous, c'était de présenter les différents regards qui étaient possibles, notamment à travers les différentes visions du monde vivant. Je présente également un lieu qui est porté par la société, notamment dans son exploitation sur l'espace d'exposition. Ce lieu, c'est un château qui est un château médiéval qui a été étendu à l'époque Renaissance, qui est situé au bord de Loire, dans le Loiret, donc près de Chambord. C'est un des châteaux de la Loire que nous avons du coup acheté pour pouvoir permettre la diffusion de l'art numérique dans des zones qui sont des zones un petit peu plus reculées. C'est un lieu qui est à 1h30 de Paris et qui du coup propose la diffusion d'œuvres d'art numérique sur 1500 m² d'exposition. Interprétation de ce patrimoine architectural, que ce soit du coup sur les façades intérieures, comme on peut le voir sur cette salle qui accueille des expériences 360 degrés, et puis également dans la cour du château qui accueille des spectacles et des mappings. Ensuite, on a développé 2 projets, un projet qui est un parcours en forêt, qui est un parcours de light art qui se déploie dans la forêt et crée des parcours, des sentiers. Un projet qui s'appelle le Sentier Fantastique. Et puis un autre projet qui s'appelle le Monumental Tour qu'on porte en partenariat avec l'UNESCO et le Centre des Monuments Nationaux, qui nous permet d'accéder à des lieux patrimoniaux incroyables, notamment le château de Pierrefonds, le Mont-Saint-Michel, et puis le phare des Baleines à l'île de Ré, sur lesquels on a créé finalement des expériences entre musique électronique, live vidéo et dispositifs light. Alors c'est un projet qu'on a initié depuis 4 ans, qui accueillait initialement du public et puis qui a fini par être un lieu streamé. Ah, il n'y a pas les images. Ah, c'est normal.
Ensuite, sur le château de Vincennes, notamment en 2020, sur lequel on avait créé un projet qui était un des fondamentaux du projet. Donc le Monumental Tour, c'est aussi un projet qu'on va pérenniser en 2022 avec un événement qui arrive le 17 mars au Palais Royal et qui nous permettra d'accompagner la présidence de la France à l'Union européenne avec les différents partenaires, et notamment le ministère de la Culture. Donc on peut envoyer l'autre vidéo et puis ensuite je laisserai la parole à mes homologues turcs, Nolab. Je passe la parole à Candace et Denise. À vous. Bonjour. Je crois qu'on peut enlever ça maintenant. Les écouteurs. Donc, merci beaucoup d'abord pour votre invitation. Nolab, Denise et Candace, nous avons créé notre studio en 2011 à Istanbul et aussi bien en Turquie qu'à l'étranger. Nous faisons plusieurs projets. Il y a une courte présentation d'abord, et puis c'est à partir de ça qu'on va essayer de vous présenter. Ensuite, nous avons un petit show qu'on va également vous présenter. Alors, en général, ce que nous faisons à la base, c'est d'avoir de faire une différence entre la réalité physique et la réalité virtuelle pour faire des réalités plus hybrides, travailler sur ces mélanges et sur ce point, en fait, à la fois nous essayons de travailler sur les technologies numériques et en même temps travailler sur les perceptions dans les lieux physiques et nous essayons de mettre en place des structures à multi-sensations et en faisant ça, nous réunissons l'art, la science et la technologie autant se faire que possible, bien sûr. Et dans ce processus aussi, ce que je peux dire, c'est que en tant que discipline, nous ne nous limitons pas. Car nous essayons de faire en sorte que dans le cadre d'un concept, nous nous orientons vers les perceptions des gens, de faire en quelque sorte des manipulations. Et c'est pour ça que nous devons utiliser un travail multidisciplinaire. Et en tant que fondateur, à Nolab, Denise et moi-même, nous faisons toute la conception et la direction artistique. Et nous travaillons avec différentes personnes de différentes disciplines dans ce domaine. Par exemple, ça peut être des architectes, ça peut être des concepteurs d'odeurs, de son, d'ingénieurs de son, ou des ingénieurs, des mécatroniques. Donc, nous ne nous limitons pas dans ce projet, car quand on parle des perceptions humaines sur 360 degrés, cela intègre différentes disciplines. C'est une structure très complexe et c'est pour ça qu'il faut être le plus ouvert possible. Et c'est pour ça que nous essayons en même temps dans le monde entier, en Turquie, ailleurs, nous travaillons avec différents instituts, avec différentes marques, et nous essayons aussi faire des projets communs avec différents festivals. Et là-dessus aussi, nous n'avons pas de limites que nous nous imposons, parce que en réalité, en particulier dans les instituts, dans les festivals, pour pouvoir donner notre propre forme d'expression, pour pouvoir mettre en avant notre propre forme d'expression, nous avons de belles occasions qui nous sont proposées et c'est important pour développer notre propre langue de travail. Et sur quoi nous nous focalisons? Eh bien, d'abord sur les expériences humaines, d'abord,
Nous travaillons sur toutes les perceptions, sur toutes sortes de lieux, et nous essayons de les intégrer dans notre travail. Donc, comment le faisons-nous? Voilà. Oui, pardon. Oui, alors, ça, c'est cette expérience-là. En essayant de forger cette expérience, nous essayons d'inclure les gens et nous essayons d'inclure différentes réalités, ce qui est important également, et nous essayons de faire en sorte que la perception de la personne sur le lieu, sur le temps, sur le mouvement puisse évoluer avec les technologies digitales, numériques et analogues. Nous travaillons là-dessus et nous essayons, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire en sorte que nous nous orientons en même temps à différentes sensations humaines, d'essayer de créer des histoires, de raconter des récits sur cette base. Ça peut aussi se transformer en odeur, ou alors des sensations synesthésiques avec différentes disciplines qui se réunissent pour faire des sensations mélangées. Et en quelque sorte, nous essayons de pouvoir renforcer l'empathie, c'est-à-dire des engagements qui permettent de faire en sorte qu'une personne puisse pouvoir intervenir de façon interactive sur un travail et pouvoir le manipuler. Et donc, nous pouvons ainsi le restructurer. Et donc, dans l'immersion, en fait, chacun des chapitres que j'ai cités tout à l'heure permet, pour pouvoir conceptualiser les expériences, trouver les différents lieux de focalisation. Et bien entendu, pour pouvoir conceptualiser cela, il faut pouvoir inclure à 360 degrés, c'est très important, car en fait, c'est à 360 degrés que nous percevons notre environnement, dans toutes ces expériences d'immersion que nous vivons, qui sont hype partout dans le monde et qui s'ouvrent un peu partout, ces concepts de musées numériques, beaucoup de choses que l'on peut appeler des musées numériques sont, en fait, nous développons des projets pour eux. Et par exemple, ici en France, nous avons développé beaucoup de projets, avec des ateliers de lumière, par exemple, auxquels nous sommes beaucoup plus habitués à voir ça en France. C'est l'une des premières dans le monde. C'est un endroit important en tant que musée numérique. Nous avaient organisé un festival d'immersion, ça fait il y a 3 ans, je crois déjà. Ça, c'est un projet que nous avions fait là-bas, ça s'appelle Journée. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il faut voir tout cela comme étant, c'est en quelque sorte à côté des lieux. Il faut commencer à partir de zéro, de créer des espaces d'immersion. C'est là-dessus que nous travaillons. Ça, c'est notre travail qui s'appelle Oculus. C'est un lieu qui n'avait pas de structure. Nous avons créé à partir de zéro un espace et créé ensuite un espace inclusif pour s'expérimenter de l'extérieur et de l'intérieur. Et donc, cette réalité hybride, cela nous permet de métisser un peu ces différentes réalités numériques et physiques. Et d'ailleurs, ça fait 15 ans que nous travaillons sur cette question de projection mapping, qui est l'une des plus belles, l'un des plus beaux côtés de cette technique, car sur un espace physique, sur une surface physique, nous ajoutons une couche numérique. Et en quelque sorte, avec la couche numérique, nous faisons en sorte que nous manipulons, en quelque sorte, la personne permet de manipuler la perception du temps et de l'espace. Ça, c'est par exemple un travail que nous avons fait à Prague, une performance que nous avons fait à Prague, en République tchèque. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cela permet de manipuler les perceptions d'espace, de temps et de mouvement de chaque personne. Il ne s'agit pas simplement d'une structure qu'on peut regarder, mais on peut entrer dans le lieu, dans l'espace, et de pouvoir voir les différentes couches numériques, de voir vers où elles vous orientent, vers où elles vous incitent à marcher, et ainsi avoir cette structure de façon, en quelque sorte, interactive avec, on peut appeler ça de la living art architecture, de l'architecture vivante, et cela vous permet de manipuler enfin le lieu là où vous vous trouvez. Nous avons quelques projets. Un projet lié sur l'innovation, c'est un projet que nous avons mené à Dubai, Government Summit. C'est une exposition, un lieu d'exposition qui a été conceptualisé ainsi, avec toute la dimension numérique. Voilà, vous voyez ici, les gens, de façon interactive, peuvent intervenir sur des images, sur
partout. Et il y a donc un concept de lieu vivant qui est en perpétuel mouvement et en perpétuel changement. Et ainsi, les perceptions avec différentes méthodes analogues, c'est une intervention simple, mais nous croyons finalement que les interventions que nous faisons du point de vue conceptuel doivent avoir un sens. Il ne s'agit pas simplement de l'esthétique, mais d'avoir aussi une philosophie, d'avoir un sens. Et nous accordons de l'importance à cela et nous faisons attention à aller dans ce sens et nous mettons plusieurs miroirs, des surfaces réflectives pour pouvoir créer une espèce d'espace infini. C'est un projet qui est allé dans ce sens. C'est une installation light, si je puis dire. Donc je vais un peu plus vite. Alors l'église, nous avons vu beaucoup d'églises. C'est pour ça que je passe. Mais en fait, là encore, ce dont il est question, c'était la chose suivante. Pour nous, par exemple, il s'agit de pouvoir utiliser différents éléments en même temps, de faire en sorte qu'ils puissent avoir un sens dans son ensemble et essayer de raconter certaines histoires à travers cela. De faire en sorte que, par exemple, le son en particulier est très, très important pour nous, car le son, physiquement, les fréquences de son sont dans l'espace à 360 degrés, ils se répartissent sur l'espace. Par conséquent, pour nous, en réalité, le visuel que nous installons va avoir une forme beaucoup plus inclusive que s'il était sur 2 dimensions. C'est une situation qui permet cela, et ça, c'est important pour nous. Et en même temps, par exemple, ça, c'est un projet intéressant que nous avons mené en Turquie, c'est dans une cour d'un hôpital. Vous savez, les gens, quand ils vont dans un hôpital, ils ont une psychologie très particulière, comme on dit, un peu, ils sont ennuyés, ils sont tourmentés. Et donc là, nous essayons de créer une zone expérimentale, on peut dire comme ça, utiliser par exemple la force curative de l'eau et de permettre aux gens de tirer une énergie, un moment positif, de créer un espace de temps et un espace de lieu positif, les faire se transformer dans un tel espace au sein même de l'hôpital. Et ça, c'est un projet qui est fait avec 46 écrans. C'est une installation permanente. Donc, par conséquent, ça permet aux gens de pouvoir sentir, de manipuler un peu, si je puis dire, tout cela, de faire en sorte que les différents effets psychologiques sont aussi revus et ça nous inspire. Et l'engagement est important pour que les gens puissent interactivement intervenir sur l'espace, c'est important, intervenir sur le travail, c'est important. Ils ont bien sûr des technologies pour faire cela, parce que plutôt qu'une technologie, il s'agit de la langue, des choix que nous menons. Entre parenthèses, ce sont chacune des méthodes différentes. Et dans ce projet, par exemple, nous faisions en sorte que les gens pouvaient intervenir de façon interactive et utiliser différents éléments. C'est en fait une structure immersive que nous avons utilisée à cette fin, ou alors un software que nous avons développé nous-mêmes et sur le cloud, et nous avons différents musiciens qui prennent différentes fréquences auditives et essayons d'utiliser ça comme une espèce d'instrument virtuel en temps réel qui manipule le visuel pour pouvoir l'intégrer avec différentes fréquences de son et de créer ainsi une expérience hybride ou synesthésique. Et nous travaillons dans ce sens. Et en réalité, en tant que média, nous ne voulons pas nous limiter, nous voulons pouvoir utiliser différentes structures, différentes technologies, avoir différents types d'approches et de pouvoir nous étendre, nous élargir autant se faire que peu. Et c'est plus on se découvre, plus on voit que chaque réponse engendre une nouvelle question et c'est un tournant un peu à l'infini. Et en général, c'est ça la question que nous voulons aborder. Voilà comment je peux présenter ça. Je saute. J'espère que je n'ai pas trop abordé mon temps. Donc, nous avons maintenant une petite vidéo d'1 minute et demie, 2 minutes. On peut peut-être la regarder si possible. Voilà.
Teşekkürler. Teşekkürler Candaş ve Deniz. Şimdi je vais donner la parole à Romain. Romain, on t'écoute. Bonsoir, je suis Romain Tamayo, je contribue à la programmation, à la production de la Fête des Lumières. Donc, je vais pouvoir vous présenter quelques fondamentaux, mais peut-être auparavant, on peut cette fois-ci commencer par la vidéo pour se mettre dans le bain.
C'est donc une rétrospective vidéo qui représente tous les projets de la programmation 2021. Bon, on a quelques minutes pour parcourir l'édition et ouvrir sur le sujet du jour. Je ne vois absolument rien d'ici. Peut-être qu'on peut rapporter un peu l'ordinateur, excuse-moi. C'est possible de le mettre en grand écran, comme tout à l'heure? Merci à toi. Voilà l'idée, en quelques mots, pour faire un tour déjà sur le contexte de qu'est-ce que c'est cet événement, la Fête des Lumières. Il faut noter que c'est un contexte particulier. On est sur un agrégat de choses depuis 1852, donc ça remonte un peu. L'idée, c'est que il y a donc eu un événement populaire en 1852 qui a porté la flamme et les lumignons sur toutes les fenêtres les fenêtres des Lyonnais. Si vous voulez un peu plus de détails, je pourrais vous présenter ça à la fin. Et l'idée, c'est que depuis 1852, il y a eu énormément de personnes d'ancrage local. La tradition a évolué, s'est mutée et a été du coup réappropriée par beaucoup de personnes. Voilà, on y arrive, merci. Donc l'idée, à la fois des commerçants, à la fois les riverains, à la fois des associations. On est aussi adossé sur une histoire religieuse. Donc il faut bien noter que cette histoire a créé un socle commun avec une volonté de tous les Lyonnais et Lyonnaises de partager une expérience autour de la fête. Et chemin faisant, le politique s'est réapproprié à la fin des années 90 une certaine forme de festival pour proposer, à l'époque en lien sur une thématique à la fois de lumière pérenne et événementielle, un premier format de festival qui dure 4 jours et qui présente un panorama de la création lumière contemporaine au public lyonnais, mais aussi petit à petit un public étranger de plus en plus nombreux. L'idée, c'est aujourd'hui de pouvoir faire un point sur cet festival qui est organisé par la ville de Lyon, qui est totalement gratuit, qui dure 4 soirs et qui est essentiellement sur l'espace public, même si on a de plus en plus la possibilité d'aller aussi explorer des espaces intérieurs. En quelques chiffres, voilà, environ 2 millions de personnes par édition, des retombées presse nationales et internationales, et donc une forte visibilité pour notamment les artistes qui viennent participer à la fête, pour ensuite être présentés à l'export. Aujourd'hui, du coup, on confronte une vision de Fête des Lumières qui est un festival de light art avec une culture d'art hybride et de culture numérique. Donc, je voulais juste faire un petit préambule pour parler d'un langage commun et citer un artiste, j'aime beaucoup, Grégory Chatonsky, qui nous présente le numérique moins par l'outil, mais plutôt par les logiques qui traversent la société actuelle et présente le numérique ne constitue pas à ses yeux une culture séparée du reste des cultures, mais qui est vraiment intrinsèquement la traverse. Donc, la Fête des Lumières, c'est bien un festival de light art, mais traversé dans tout le pan de sa programmation par les technologies et les arts hybrides numériques. Sur la Fête des Lumières aujourd'hui, pour vous la résumer, du point de vue de la programmation, peut-être en une idée synthétique, on est sur une programmation diverse. L'idée, c'est de pouvoir confronter des regards d'artistes dans plein de secteurs différents, à la fois la lumière et les cultures numériques, pour créer l'émotion et susciter la réflexion. Donc le but, c'est d'aller revisiter l'espace public, les bâtiments, le bâti, le patrimoine, avec à chaque fois des nouvelles expériences visuelles, auditives, immersives. Donc on est sur un panel assez vaste de types de créations, des mappings monumentaux plus intimistes, des expériences interactives ou plus contemplatives, de la réalité augmentée ou virtuelle, un certain nombre de créations audiovisuelles, et puis bien sûr des performances hybrides qui peuvent croiser tout type d'art et de création, le spectacle vivant, la musique, le numérique notamment. Quelques sélections de projets. Alors, je ne vais pas vous refaire le fabuleux projet Iris qu'on a eu la chance de découvrir cette année, puisque vous l'avez vu dans la présentation de Jérémy. Mais simplement pour vous spécifier, voilà, une diversité de mappings présentés à la fête, à la fois sur des grands sites patrimoniaux comme la cathédrale Saint-Jean et la place des terreaux. On confronte les écritures
Jérémy était plus dans une approche, on va dire conceptuelle, abstraite, avec une recherche de sens, de fond, avec une méthodologie très conceptuelle et en même temps euh, une appétence pour une écriture assez hybride, ce qui n'était pas le cas de Renato Gonzalez sur la place des terreaux cette année, qui nous a présenté un conte donc beaucoup plus narratif, illustratif et figuratif, qui a puisé dans des sources graphiques assez traditionnelles mexicaines de sa culture d'origine. Donc ça a permis voilà, au public lyonnais de confronter différents types d'univers. Sur les projets des installations interactives aussi, quelques exemples. À la Fête des Lumières, on a vraiment un intérêt prononcé pour la jeune création, pour les expérimentations étudiantes, et confronter aussi, comme on l'a dit, des regards de cultures différentes. Donc, on a par exemple ce projet Out of the Box, qui est porté par la plateforme de la création franco-allemande, en collaboration avec des étudiants du Centre d'art kinétique à Bucarest, où chacun apporte une compétence. Il y a les Lyonnais qui sont plus dans la lumière, les Allemands qui sont plus dans le design et la conception, et les Roumains qui sont plus dans l'interactif. Toutes ces compétences ont été mises au cœur d'un projet assez intimiste dans le jardin de la Fondation Bulukian, à 2 pas de la place Bellecour, qui est un des plus gros sites de la Fête des Lumières, avec une scénographe et puis des danseurs étudiants lyonnais, de façon à créer une synergie. John Dash parlait de synesthésie tout à l'heure, je reprends un peu ce terme, avec une expérience un peu globale, hybride. Sur le groupe LAPS, on a pu travailler à l'échelle d'un nouveau site, le parc Blandan, sur une scénographie à l'échelle d'un parc qui se destine à un public familial et notamment aux enfants, avec une dizaine d'installations interactives qui reprennent des jeux de licence bien connus. Et l'idée, c'était de pouvoir voilà, dédier un lieu de création à un public enfantin. Sur la réalité virtuelle, un partenariat avec une start-up locale qui s'appelle Lumine, et un partenaire AG2R financeur, qui a permis, voilà, ça c'est important pour nous, d'aller offrir une expérience de la fête à un public dit empêché, c'est-à-dire pour tout un tas de raisons, des personnes en maison de soins, en EHPAD, à Lyon, ou même en francophonie dans 250 maisons de soins, en France, Belgique, Luxembourg. Une expérience de la fête qui a été filmée, montée en expérience VR et du coup disponible dans la librairie de Lumine pendant plus d'1 mois pour nombre d'usagers de ces maisons de soins. Un petit clin d'œil aussi à Émilien Guénard, qui lui a un processus numérique assez intéressant puisqu'il part de la musique et qui traduit du coup ensuite la lumière avec cette installation Octo qui joue entre effets laser et lumière. Pour faire une petite synthèse du coup de l'évolution de la fête sur cette édition qui vient de jouer, et puis probablement la suite du mandat jusqu'à 2026, l'idée c'est de bien comprendre que la Fête des Lumières, cette année, on a pu mettre en œuvre une programmation qui était celle d'il y a évidemment 2 ans avec l'annulation due au Covid. Donc on a utilisé ce temps de travail pour aller densifier un peu la réflexion et augmenter la programmation sur plutôt des notions de valeur. Valeur d'ancrage territorial, d'inclusion, d'accessibilité, toujours de renouvellement artistique en rajoutant certains projets. Donc par exemple, la fête depuis 2015, on est régi malheureusement un système de périmètre de sécurité qui l'a contraint un peu en ville. Ça, c'est post-attentat, c'est une des grandes contraintes qu'on a. Et cette année et à l'avenir, on essaye justement, dans cette optique de décloisonnement géographique, d'aller plus à la rencontre des Lyonnais et des Lyonnaises dans les arrondissements, dans les quartiers, par l'intermédiaire de nouveaux sites, que ce soit des parcs, des jardins, ou des collaborations avec des institutions culturelles notamment. On essaie de s'appuyer sur des acteurs ressources du territoire. Bien sûr, sur l'inclusion et l'accessibilité des publics, cette année a été aussi propice à un travail particulier, comme vous l'avez compris, sur le public enfant. C'est l'idée de pouvoir développer la théorie de la ville à hauteur d'enfant. Donc là, c'est mettre les politiques services,
politiques publiques pardon, au service notamment des enfants. Et pour la Fête des Lumières, ça s'est concrétisé avec un certain nombre de projets, à la fois ce site dédié avec des projets artistiques, mais aussi un rapport à la création et à la médiation avec les artistes qui ont pu aller dans les écoles faire des rencontres, des ateliers ou partager aussi des vidéos quand ils ne pouvaient pas être présents. On a pu aussi élaborer un livret pédagogique pour les inciter tout de suite à appréhender la programmation d'une façon ludique et à se projeter aussi dans le milieu de la lumière. Et c'est quelque chose qu'on va continuer de développer, notamment aussi avec ces publics empêchés en EHPAD. Et puis, bien sûr, je crois qu'un des grands enjeux actuels de la fréquentation sur l'espace public, c'est de pouvoir être accessible. C'est pour ça que cette année, on a lancé une étude pour un peu avoir un regard réflexif sur nos pratiques d'accueil des publics en situation de handicap. Et du coup, on va rapidement être à même d'avoir les résultats de cette étude, pouvoir se projeter sur des pistes d'amélioration, à la fois sur la communication, sur l'accueil, mais aussi sur la participation artistique de ce public en situation de handicap. Cette année aussi, pour sortir de cette contrainte du périmètre de sécurité qui régit un peu la programmation sur un espace central, on a pu aussi développer des prolongations temporelles, un peu comme une troisième mi-temps. Certains lieux accueillent du coup des installations artistiques sur un mois. Certaines ont même tellement plu, suite au retour du public, là dans un hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph où on travaille, la direction, en accord avec les artistes, ont décidé de proposer le projet sur une année. Donc, ça permet aussi de développer un travail de médiation culturelle au plus proche des Lyonnais, des étudiants, un certain nombre de publics, pour avoir plus de temps pour voir toutes les installations. L'idée, c'est bien sûr aussi toujours, on l'a fait cette année et on continuera à le faire, de pouvoir s'ouvrir toujours plus à la création, à toutes ces nouvelles écritures plus hybrides, à toutes ces nouvelles tendances, tous ces nouveaux besoins des artistes, mais aussi notamment aux jeunes artistes, aux expérimentations étudiantes notamment, et à la jeune création sur lequel on prête un regard très bienveillant. À la Fête des Lumières, c'est aussi peut-être l'occasion pour vous qui nous écoutez de participer à notre salon professionnel international, où on essaye de rassembler un certain nombre de professionnels, artistes, producteurs, festivals, pour confronter un peu nos réalités dans ce monde qui change, et on a besoin de nouvelles visions et de les construire ensemble. Et puis bien sûr, un des gros enjeux qu'on a plus particulièrement à Lyon, c'est de pouvoir inscrire le festival et nos pratiques dans des règles de transition écologique. Donc là, on a pu être accompagné, on est accompagné par un opérateur qui, pendant 3 ans, va à la fois nous aider à obtenir le label ISO 20121, événementiel durable, mais surtout profondément réfléchir à de nouvelles pratiques pour l'événementiel à l'échelle de la ville de Lyon. Quelques collaborations nationales et internationales qu'on a eues cette année dans la programmation rapidement, simplement pour souligner le fait que les perceptions de la lumière sont très culturelles et qu'on aime beaucoup confronter la nôtre avec celle de nos voisins, notamment italiens et hollandais pour cette dernière édition, avec des collaborations avec le Festival d'Amsterdam et l'ambassade des Pays-Bas en France, comme vous le voyez avec le projet d'Yasui Hiroshida qui travaille vraiment sur la persistance rétinienne, donc c'est plutôt une expérimentation physique de la lumière. Sur le projet de mapping que vous voyez en dessous, des jeunes étudiants et des jeunes professionnels des Hauts-de-France, c'est un partenariat avec le Festival de mapping de Lille, les rencontres audiovisuelles, pour confronter la vision de ces jeunes créateurs sur la thématique de l'imaginaire. Et puis, un double projet italien, plus dans les codes du numérique, porté par le Farnesina Digital Art Experience, qui était vraiment à la fois un mapping d'images fixes, un peu comme des grands tableaux picturaux sur notre rapport à la technologie, et puis une installation interactive dans le musée Gadagne, qui est un musée porté par une grande famille italienne, donc chargé de sens pour cette collaboration, avec donc pas une interaction pour l'interaction, mais une interaction pour réfléchir, voilà, pour faire prendre conscience sur le cycle de l'eau, des catastrophes naturelles et du réchauffement climatique.
Donc, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter et ouvrir comme piste de réflexion pour le débat qui est à venir sur le lien des arts numériques et le futur des cultures numériques à la Fête des Lumières? C'est à mon sens, ne pas se concentrer sur l'outil, mais plutôt ce qui peut représenter en termes de potentialité pour répondre à des gros enjeux de programmation artistique, à la fois apporter de l'émotion, mais aussi de la réflexion publique, et répondre à tous les enjeux actuels, comme toujours plus de participation, de lien social, de prise de conscience écologique, ou de mutation technique, technologique. Et évidemment, peut-être une collaboration, je l'espère, avec la scène créative Istanbul Yacht et Turc. On est là pour en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup Romain pour cette présentation. Maintenant, je vais donner la parole à Ali. C'est comme ça que nous avons démarré cette idée. En fait, il y avait une question très personnelle. Je vous remercie. Maintenant, j'ai 2 microphones. Je suis une vedette maintenant dans le cadre de ce panel, avec 2 micros. Bon, ça fait déjà 6 ans. L'an dernier, c'était la 5e année. Et il y a 76 facultés de beaux-arts. À peu près 50 artistes ont participé venant de ces académies de beaux-arts, et ces amis jeunes, nous avons constaté que ces amis jeunes ont pu être assistés, aidés par BASE. Donc, nous sommes fiers de cela. Alors, que veulent faire ces jeunes personnes qui viennent des écoles de beaux-arts? Tout au long de l'année, nous avons essayé de faire appel à ces jeunes artistes comme ça pour créer un domaine d'exercice et pour pouvoir avancer, pour pouvoir les faire avancer dans leur domaine. Alors, c'est pour ça qu'il y a à peu près 1500 demandes et donc le jury sélecte 100 personnes parmi ces 1500 et ces 100 personnes effectuent leurs travaux dans le cadre de ces exercices artistiques. Durant la pandémie, surtout la première année, nous avons bien entendu organisé certaines activités. C'était vraiment une année déplorable pour les jeunes qui se trouvaient dans des conditions de pandémie durant leurs dernières années d'études dans les facultés de beaux-arts. Et il faut dire que donc nous avons choisi Tophané Amire, qui est un lieu très historique. Et donc, nous allons cette année de nouveau, au mois de septembre, organiser d'autres événements dans le même endroit. Et il y a une perception qui a évalué dans les cerveaux des jeunes qui ont participé à BASE. C'est devenu maintenant un objectif pour plusieurs jeunes qui viennent des académies de beaux-arts. Et donc, il y a des jeunes qui font leur service militaire. C'est la seule condition qu'on cherche pour qu'on puisse intégrer tout le monde dans les programmes. Et nous voulons qu'il n'y ait pas un très grand, que tout ça ne forme pas un grand fardeau sur les épaules des jeunes. Donc, nous avons aussi des instituts qui nous soutiennent. Il y a aussi le ministère qui nous soutient, qui est très important parce qu'en Turquie, il y a un potentiel, un très grand potentiel pour la créativité. BASE est conçu comme un modèle maintenant. On m'a demandé qu'on explique notre expérience en Roumanie. Il y a à peu près 5 à 6 facultés de beaux-arts de l'est de la Turquie jusqu'à l'ouest, du sud, du nord. Donc, le fait qu'il y ait même des facultés des beaux-arts dans tous les coins du pays
ceci nous montre qu'il y a la créativité qui peut se développer. Il y a un grand base de données qu'on appelle le data, justement. Donc, ceci nous permet de voir le grand tableau. Et nous voyons aussi que les universités peuvent se comparer. Les universités sont très contentes de la présence de BASE pour comparer les travaux entre eux. Et bien entendu, chaque année, les conditions ne peuvent pas être les meilleures, mais il y a un grand intérêt à la culture et à l'art en Turquie. Il y a à peu près 10 000 personnes qui nous rendent visite. Romain nous a expliqué. Il y a des réservations online et il y a des applications de code HES, donc de passe sanitaire, qui sont utilisées. Mais dans le domaine numérique, il y a une nouvelle étape qu'on vient de surmonter. Et dans le monde corporel, dans les sociétés, tous les outils sont diversifiés. Et ceci nous montre que nous avançons vers un domaine tout à fait différent. Depuis la première année, nous pouvons être témoins de tout ça. Notre but est aussi d'éliminer la barrière qui est entre l'artiste et le visiteur, le public. Il y a à peu près 140 villes depuis lesquelles il y a des artistes qui viennent y participer à ces événements. Et pour nous, c'est très important de constater qu'il y a ce dialogue. Nous avions, en tant que sponsor, une ligne aérienne qui nous a aidés à faire participer les artistes venant des différents coins du pays. Et nous avions des codes numériques à travers lesquels les artistes pourraient s'exprimer et expliquer ce qu'ils faisaient. Peut-être que c'était une obligation de faire passer par ces sécurités, mais de toute façon, l'art devient de plus en plus numérique. Et donc, tout s'est transformé en quelque chose de tout à fait très intéressant. Donc, nous avons une plateforme collective numérique. Les artistes indépendants sont inclus. Il y a à peu près 8000 œuvres d'art qui sont incluses dans ce projet. Et dans la première année de la pandémie, nous avons pu effectuer toutes ces idées. Et les conditions nous ont menés à réaliser tous ces projets. Je pense que tout ça va se développer. Et donc, le projet d'art numérique au campus dans les facultés était une idée que nous avions partagée avec Akbank Sanat. Akbank, le département d'activité d'art de Akbank. Donc, ça fait maintenant quelques années que nous sommes en collaboration avec Akbank. Donc, quand on voit ce qui se passe, bien entendu, il y a déjà des domaines d'art qui ont commencé à utiliser la technologie numérique. Et, par exemple, la conception d'art graphique. Mais quand on parle des autres domaines de l'art qui sont plus inclusifs, quand on comprend toutes les catégories d'art, en fait, même ceux-là font une projection vers l'avenir et donc on réfléchit sur comment va évoluer la relation entre le public et les artistes. Et donc c'est quelque chose que nous avons pu constater que nous n'avions pas pu constater auparavant. Par exemple, l'art des céramiques, c'était quelque chose
domaine où on ne pouvait pas concevoir l'art numérique, ou alors les participants, les visiteurs n'étaient pas au courant. Donc, mais nous pensons qu'il n'y a toujours pas assez d'exemples quand il s'agit de tous les domaines d'art inclusif. Candaş, Ozan, Arda, Refik Anadol sont des artistes qu'on aimerait voir en plus grand nombre. Donc, il y a des artistes qui se concentrent obsessivement sur cet art numérique et qui réalisent des projets internationaux, ce qui est un miracle dans l'art des vidéos, la photographie et tout ça. Il y a des collectionneurs, des artistes. Et donc, quand on arrive aux années 2000, tout n'était pas très bien établi. Et même ceux qui achetaient les œuvres d'art n'étaient pas prêts, ne s'étaient pas habitués à cette transformation numérique. Moi, je viens d'une famille qui est beaucoup intéressée à l'art. Et les membres de ma famille achetaient déjà dans le temps des œuvres d'art numérique. Mais les gens ne comprenaient pas pourquoi. C'était même un effort pour soutenir les gens qui s'impliquaient, qui se mêlaient dans ces arts numériques déjà. Donc, nous sommes passés aux arts numériques d'une façon très rapide. Nous avons commencé à comment encourager les jeunes artistes pour qu'ils et elles se transforment, produisent des idées qui sont plutôt basées sur l'art numérique. Il y a des expositions avec la participation des artistes turcs. Ce que nous avons voulu, c'est que les œuvres d'art puissent venir atterrir sur le sol avec une parachute, si l'on peut dire. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on allait se rendre compte que c'est un domaine où il faut une collaboration. Il faut que les talents se croisent. Il faut que les talents se voient. Et donc, les académiciens et les gens qui ont étudié dans les facultés des beaux-arts doivent se réunir, se croiser, et les ingénieurs même. L'idée, c'est qu'une idée d'art puisse être mise en œuvre. Il faut qu'il y ait une infrastructure pour que ces arts numériques puissent se faire projeter. Et toutes les idées doivent être visibles. Tous les travaux deviennent de plus en plus visibles à travers ces rencontres. Et nous avons essayé de réunir des noms, Team Web de Japon, Marshmallow Raising Feast, Alex Farayes, Bertrand Robiliard, Candaş, Refik Anadol de la Turquie. Tous ces noms sont réunis. Et donc, il y a 3 universités en dehors d'Istanbul, Sakarya, l'université technique Ankara, et Antalya, l'université méditerranéenne. Donc, c'était un expo qui voyageait, et à chaque fois que l'exposition allait dans une ville, dans le campus d'une université, l'exposition se transformait elle-même et vous offrait une expérience tout à fait différente. Donc, il y avait à peu près 1 jour à 2 jours d'ateliers qui s'étaient organisés dans les universités où cette exposition voyageait. Donc, il y a eu des échanges d'idées. Tout ça peut
se concentrer sur un sujet très simple comme le PlayStation ou d'autres jeux ou des technologies kinétiques ou des senseurs, etc. Comment est-ce que nous pouvons utiliser toutes ces techniques dans les travaux artistiques, etc. C'était des sujets tels que ceux-ci, autour desquels les gens se sont réunis et comment est-ce que nous pouvons offrir des nouveaux solutions et modalités. Il y avait des milliers de participations, des élèves venant de différents départements venaient. L'université technique de Moyen-Orient, notamment l'université technique à Ankara, en fait, ce n'est pas une université qui a des facultés d'art et qui est très connue. Mais malgré cela, beaucoup d'élèves ont pu participer. Et il y avait une pandémie duquel on n'était pas au courant. On ne savait pas que ça allait détruire tout. Et cet échange d'idées était déjà réalisé dans plusieurs locations. Et nous avons décidé alors de faire arrêter la deuxième édition. Nous avons décidé d'attendre pour l'autre édition parce que le seul moyen d'organiser un tel événement était de le faire une fois que les campus seraient réouverts. Donc, au mois d'avril, ça va continuer. Au mois de mars, à Akbank Sanat, il y aura une exposition sur l'art numérique. Donc, ceci va commencer au mois de mars. Et au mois d'avril, à Istanbul, il y aura 3 universités qui seront impliquées. Il y aura des projections, des ateliers qui seront organisés. Et donc, nous allons continuer à effectuer nos travaux. Boğaziçi, Bahçeşehir et Özyeğin sont les 3 universités à Istanbul dans le cadre desquelles il y aura des expositions. L'université Özyeğin et Bahçeşehir sont des universités où il y a déjà des centres technologiques. Et ce sont des universités qui mènent leurs travaux autour de cette transformation technologique. C'est pour ça que nous sommes très enthousiastes sur ces 2 projets avec Romain et Jérémy, Romain et Jérémy aussi. Nous n'avons pas déclaré tout notre programme, nous attendions qu'ils soient là pour en parler, mais je pense qu'avec eux aussi, nous allons, non seulement cette année, mais aussi nous voulons faire une coopération sur le long terme, en réalité, essayer de voir tout ce que nous pouvons faire ensemble, parce que la Turquie, vous savez, en fait, à la fois du point de vue de la production industrielle est un pays surtout de montage, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de secteurs différents, que ce soit l'électronique, l'automobile, font partie des centres de production au niveau mondial. Et donc, du point de vue de la conception, du design, c'est un pays qui n'a pas réussi à se développer. Allez, puis je vais venir à ma question centrale pour conclure, si tu veux, parce que tu en as parlé un peu pendant la pandémie, depuis 2 ans, est là, est présente, et le secteur de la culture est passé au numérique par la force des choses. Alors, quelle influence est-ce que cela a eu sur ton travail à toi? Et puis, plus généralement, peut-être, comment vois-tu l'art numérique à l'avenir? Vers quoi ça va s'orienter, à ton avis? Oui, bien sûr, il y a eu une influence tout à fait directe sur nous, comme dans beaucoup d'institutions. Nous avons vécu ce choc comme tout le monde, mais je peux dire que nous sommes adaptés assez rapidement. Nous avons même développé un projet, Collecta, dont j'ai parlé tout à l'heure, est apparu assez rapidement, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a eu, disons, un bon côté de la chose, car du point de vue de l'art contemporain, il manquait une plateforme commune. Ça, nous en apercevions, c'était déjà un projet auquel nous pensions bien avant la pandémie, car en Turquie aussi, il y a des galeries d'art avec des artistes de très grande valeur et des artistes qui travaillent indépendamment avec des galeries. Et donc, il fallait ces 2 trouver une solidarité commune ou un espace commun au niveau numérique avec eux. Ça n'existait pas. Et par conséquent, nous avions
nous allons faire l'art numérique dans les campus au printemps, ça va être la 2e édition. C'est pour ça que nous avons voulu utiliser ce temps pour le préparer. Je pense que cette numérisation très rapide, nos vies quotidiennes sont très numérisées. Avatar, Metaverse sont des choses dont on parle de plus en plus aujourd'hui, mais Metaverse et autres, quand on en a parlé au départ, je pense que nous avons déjà tous des avatars. En réalité, nous avons tous une identité virtuelle depuis longtemps, dans les médias sociaux, justement. Nous avons créé cela. Mais peut-être que du point de vue industriel, du point de vue de l'économie de l'art, ou du point de vue de communauté artistique, nous ne l'avions pas encore suffisamment intériorisé, ce concept. Peut-être que dans les musées, il est toujours interdit de prendre des selfies. Jusqu'à récemment, on nous empêchait de prendre des photos, d'utiliser le flash. Mais même les musées en parlent aujourd'hui. Maintenant, on commence à nous dire oui, vous pouvez prendre des photos. Les selfies avec des œuvres, ce n'est plus une honte désormais. Mais ça, en tant qu'acteur de l'art, par exemple, pour faire des ventes aux enchères, voir l'œuvre d'art directement par nos yeux, ce sont des choses qui ne sont pas très habituées. Ou alors de faire cela en virtuel, avoir accès aux œuvres d'art en virtuel n'est pas très habituel encore. Je pense que dans ce processus, avec beaucoup d'autres choses, beaucoup d'instruments numériques que nous utilisons, je pense que les instruments numériques aussi sont de plus en plus intériorisés par les acteurs artistiques, c'est-à-dire faire des visites virtuelles dans les musées ou avoir accès aux œuvres par la voie virtuelle se fait de plus en plus. Et je pense que dans l'art numérique aussi, nous avons une progression rapide. Nous avons le Tolkien, on en parle de plus en plus aujourd'hui. Et peut-être, nous tous, avons lancé des initiatives dans le domaine de l'art numérique il y a bien des années, mais nous voyons que ça va aller dans des directions beaucoup très différentes et qui nous enthousiasment. Merci beaucoup, Ali. Très brièvement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc très brièvement, quel impact a eu la pandémie sur ton travail et comment envisages-tu l'avenir de l'art numérique? Comme je le présentais tout à l'heure, la pandémie, ça a été une opportunité de pouvoir prendre du temps pour réfléchir, densifier, prendre du recul et réécrire quelque chose de nouveau, peut-être à la recherche de sens. Et pour moi, le principal futur que je vois au niveau du numérique, c'est de l'intégrer non pas, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'outil, mais plus au niveau de relever les défis sociétaux ensemble, à travers une programmation pour la Fête des Lumières sur l'espace public. Mais au-delà de ça, on voit bien en France que les institutions sont aidantes, le secteur privé également, le territoire commence à se mailler, et peut-être qu'on peut sortir cette conception des arts numériques et plutôt l'intégrer fondamentalement dans l'art contemporain et dans l'art actuel pour justement essayer de faire toujours plus de passerelles et de s'enrichir ensemble de cette thématique. Donc merci Romain. Et Jérémy, j'aime bien avoir ton avis aussi. Je pense que en tant qu'artiste, on a un rôle à jouer, notamment sur le fait de ne pas se fourvoyer dans le mirage du tout numérique ou de trouver une porte de sortie dans cet outil. Tout notre enjeu, c'est justement de sortir de l'individualisme et du smartphone et de l'enfermement qu'il peut y avoir du coup dans l'outil même et le réseau. Et quand on parle d'espace, quand on parle de pixels, de métamorphoser le réel avec des outils, finalement, qui ne sont pas des outils qui sont dédiés à ça initialement, mais qu'on va détourner à d'autres usages, je trouve que c'est intéressant parce qu'on se projette dans le réel avec les outils numériques, sans faire forcément l'apologie d'une technologie. Et je pense que cette période qui a marqué, en fait, un petit peu aussi... alors oui, évidemment, on y a tous trouvé du bon dans la question dans les réflexions, etc. Et parce qu'il faut rester positif dans des périodes un peu de merde, faut le dire. Donc il faut aussi être dans une logique, voilà, on ne peut pas projeter l'ensemble de nos fantasmes dans une solution qui serait finalement un mirage. Maintenant, on n'est pas insensible aux nouvelles opportunités, à des choses, par exemple la logique de recréer des espaces de diffusion dans des mondes virtuels qui peuvent être intéressantes, à condition que ce ne soit pas finalement un second life
un remake de Second Life de mauvaise qualité. Donc voilà, il y a des promesses qui sont faites par le crypto-art, par les NFT notamment. Il y a des portes de sortie qui peuvent être envisagées. Nous, dans notre logique, on ne s'interdit pas d'aller dans ce qui peut être de l'architecture virtuelle, notamment la création d'architecture, y compris dans le métaverse, à condition que ce soit quelque chose qui nous corresponde. Mais notre positionnement, c'est de continuer à jouer avec des outils, à détourner des outils pour métamorphoser le réel et rester au contact des gens pour partager des émotions, chose que le numérique ne pourra pas nous offrir. Merci Jeremy. Size de aynı soruyu sormak isterim. Çok hızlıca bir cevap verebilirseniz. Nous répondre aussi rapidement par rapport vers où va l'art numérique à votre avis? Quel sera l'avenir? Et la pandémie a un effet. L'art numérique, quand on parle de l'art numérique, c'est-à-dire la réunion avec la technologie et l'art, en fait, ça va plus loin que la virtuelle. Ce n'est pas synthétique plus que de ce sentiment. En fait, il s'agit en termes de perception de pouvoir atteindre une autre réalité en tant que société aussi, en tant que langue de communication, parce que nous tous, finalement, nous parlons d'art, nous racontons une histoire à travers notre art. C'est quelque chose qui n'est pas didactique ou figuratif, mais finalement, au fond, nous partageons notre expérience. Quand on raconte une histoire, c'est ça que je veux dire par là, nous partageons une expérience. Donc, c'est un moyen de communication finalement, et depuis très très longtemps. En tant qu'art de communication, c'est défini déjà. Mais en réalité, la communication, la langue de communication actuelle est beaucoup plus variée. Et en réalité, c'est une langue beaucoup plus fantastique, en quelque sorte. Voilà. Merci. Et John Dash, vous m'entendez, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, c'est un sujet très vaste, mais en parlant de la pandémie d'abord. La pandémie ne nous a pas beaucoup influencés, je dois dire. n'a pas eu beaucoup d'impact sur nous parce que nous étions de toute façon chez nous. Nous travaillions dans notre lieu de travail, nous étions devant nos tables sur Internet et nous sommes toujours au même endroit. Ça fait 10 ans, 15 ans que nous travaillons toujours chez nous. C'est notre environnement qui a changé en revanche. Et donc, par conséquent, le fait que l'environnement ait changé et qu'elle s'est mieux adaptée à ces technologies numériques, ça s'est accéléré un peu. Mais de toute façon, quand on regarde l'évolution de l'être humain, il y a toujours un point qui permet de pouvoir donner une impulsion. C'est là qu'il y a des sauts en avant, c'est pendant les guerres ou autres. Donc je pense que personnellement, je vois tout ça d'un point de vue positif. Bien sûr, on vit des expériences très négatives, beaucoup de mauvaises choses aussi, mais à côté de ça, il y a sur un ton un peu plus positif par rapport à l'avenir, par exemple, je pense que, bon, quand même, parce que tout ça, finalement, ce sont des idées spéculatives, après tout, au fond, et c'est avec ces idées-là que nous essayons de pouvoir créer l'avenir, créant notre propre réalité. C'est comme ça que j'essaie de voir ça, d'appréhender ce sujet, voilà, sur le versant pandémie, mais pour nous aussi, par exemple, avec l'art numérique, dans son ensemble, avec l'art des nouveaux médias, les médias arts, hein, bon, il y a différentes définitions, bien sûr. Moi, je n'adhère à aucune d'entre elles totalement, sur le plan personnel. Mais avec tout cela, bien sûr, pour les gens maintenant, pour les masses en général, vont plus s'intégrer. Et donc, les moyens augmentent aussi. Par rapport à la période d'avant de la pandémie, je crois que nous avons un processus beaucoup plus intense que nous allons vivre à l'avenir. Et de ce point de vue, c'est positif pour nous. Mais en même temps, la situation est la suivante pour nous. C'est pas nouveau pour nous. Hein, ce que nous faisions déjà, nous allons continuer à les faire. Ça fait 10-15 ans que nous faisons exactement les mêmes choses. Et sur les questions nouvelles, questions hype, il y a un dilemme toujours. On devient populaire et plus on devient populaire, plus on est consommé. Et donc, depuis un certain temps, comme nous nous occupons de tout ça, nous voyons un peu cette folie de la consommation que nous observons et il faudrait essayer d'avoir une approche un peu plus objective. Ça nous permet de regarder de façon un peu plus équilibrée, pas au tableau général,
bien sûr, il faut nettoyer un peu tout ça. Il faut élaguer, tout est trop mélangé. Parce que le NFT, qui est très populaire, tout ça, ça peut se vendre. Ça, c'est une méthode. Mais il n'y a pas d'art NFT. Ça, c'est juste une méthode, un moyen. C'est une solution technique. Ça a juste développé une solution technique dans le point de vue numérique. Pour être unique dans son domaine ou autre. Mais par exemple, pour moi, il y a des choses qui ne nous plaisent pas à moi ou à nous. C'est que la valeur de l'art numérique, est-ce qu'on a pu la comprendre uniquement parce qu'elle est devenue vendable, parce qu'on commence à se faire de l'argent avec ça. Nous trouvons ça bizarre. Nous vivons dans un monde méta de toute façon. Et donc, par rapport à la valeur qu'on a octroyée avant et la valeur d'aujourd'hui, on nous donne plus de valeur aujourd'hui parce que ça devient exploitable des fins commerciaux. Et donc, ça, c'est une critique. Mais par rapport au processus à venir sur l'art numérique, et moi, j'aime pas trop parler d'art numérique d'ailleurs, parce que le numérique, finalement, ce n'est pas simplement une ambiance numérique dans laquelle nous trouvons. Nous utilisons les méthodes numériques pour pouvoir unifier les milieux physiques et les milieux numériques et apporter un autre regard. Et donc, à l'avenir, en fait, les espaces numériques actuels ne nous intéressent pas tellement, finalement, par rapport à l'avenir. Parce que, surtout pour moi, c'est un processus, certes, mais enfin, ce qui m'enthousiasme plus par rapport à l'avenir, quand on parle de l'art, c'est de penser que ces perspectives, que ces visions que nous avons aujourd'hui vont aussi peut-être signifier avec la biotechnologie. Et c'est là que les choses intéressantes vont commencer. Et je pense que le numérique, ce qu'on appelle l'art numérique, ou bien la numérisation, après cette question qui se popularise autour de la numérisation, c'est ce qui va se passer après qui m'enthousiasme plus, c'est-à-dire d'intervenir sur l'ADN, de créer d'autres structures pour que l'être humain puisse entrer en contact avec le corps humain, avec d'autres instruments, intégrer tout cela, d'avoir d'autres formes de perception, ou qu'un artiste puisse développer une œuvre et entrer dans l'œuvre et avoir une intervention sur nos neurones, ce genre d'interaction avec le cerveau, avec les interfaces des ordinateurs, c'est sur ça qu'on travaille. Intervention sur tout ça et de changer totalement notre perception de la réalité, se couper totalement de la perception de la réalité, mais ressentir ça comme si c'était la réalité à travers la réalité qu'a créé l'artiste ou le concepteur. On peut vivre là-dedans, nous pouvons le sentir corporellement. Ce genre de situation-là, ça m'enthousiasme beaucoup plus, bien sûr. Mais tout ça, c'est un processus, encore une fois. Nous sommes très heureux de faire partie de ce processus. Alors, je vais te poser une question très rapidement aux artistes, à vous trois. D'abord à toi, Jérémy. Une question très générale sur le futur. Est-ce qu'il y a un mapping dont vous rêvez, que vous voulez faire, que ce soit ici à Istanbul ou ailleurs dans le monde, un lieu où vous aimeriez vraiment vous projeter, faire quelque chose dans un endroit particulier? Oui, pardon, j'interviens, mais il ne s'agit pas de mapping, ou disons un projet, mais non, mais il s'agit plutôt, à mon avis, au-delà du mapping. Mapping existe depuis 15 ans, c'est pas nouveau. Donc, c'est surtout comment aller encore plus de l'avant à travers ça. C'est ça qui serait plus intéressant. Donc, est-ce que vous avez un projet, un lieu, un endroit que vous aimeriez beaucoup faire un projet particulier? Est-ce qu'il y a un endroit dans ton rêve, un endroit où tu rêves faire un travail? Je suis pas tellement dans la question du rêve ou du fantasme d'un lieu de diffusion. Par contre, j'ai fortement envie de prolonger les réflexions sur lesquelles je travaille actuellement, qui sont celles, du coup, dans le prolongement aussi d'Iris sur la perception de la réalité, l'analyse des visions du monde vivant, et de traduire finalement, que ce soit par des sculptures, par des installations, etc., cette logique qui est celle de nouvelles réalités. Ça m'intéresse de continuer à travailler sur ces nouvelles réalités, ou d'autres réalités, en tout cas, se confronter en tant qu'être humain aux autres visions du monde vivant et en avoir une analyse assez fine pour pouvoir le traduire visuellement ou plastiquement. Ça, c'est un
des éléments enfin, un des sujets qui m'intéresse. Pour nous, c'est continuer finalement la dynamique que je peux avoir en tant que commissaire d'exposition sur Constellation notamment, c'est-à-dire continuer à inviter des artistes internationaux à s'exprimer sur l'espace public, à s'exprimer sur des architectures, pour faire des propositions singulières, et puis permettre aussi de sortir de l'entertainment pour être dans une approche aussi plus engagée, avec des artistes qui ont des visions, des réflexions qui vont être différentes, et puis des médiums, des fois, qui vont se rejoindre, des techniques, en effet, qui vont pouvoir être utilisées, et puis pouvoir traduire des projets. Donc, j'ai, disons, deux enjeux personnels, et qui se traduisent à travers notre projet de société, et de compagnie, et puis de collectif artistique. C'est pouvoir activer le lieu, le château, qui est un lieu d'expression pour nous, mais en même temps un lieu où on va pouvoir accueillir des gens pour venir travailler, dormir sur place, résider, réfléchir et collectivement créer une émulsion et pouvoir être dans l'échange. Et puis continuer à offrir finalement une fenêtre aux artistes qui sont pas forcément des artistes très, très connus, certains qui sont plus ou moins reconnus, en tout cas avoir des niveaux aussi d'intervention qui peuvent être différents pour permettre aussi à des artistes d'émerger et puis de rencontrer aussi d'autres artistes, mais que ça puisse se faire dans le monde physique. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que la ville, l'espace urbain, l'architecture moi, je suis architecte de formation, je suis vraiment focus sur ça, c'est un peu obsessionnel. Mais je pense que les pratiques artistiques, enfin, en tout cas, moi, dans les pratiques artistiques, les outils doivent servir finalement la question des flux, de l'espace public, de l'espace urbain, puisque ça reste, et ça c'est important, un espace gratuit. Mhm. Merci Jérémy. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais poser quelques questions. Fazla zamanımız kalmadı ama hızlı birkaç soru daha soracağım gördüğüm. Comme on a plus de temps, on va poser encore quelques questions rapidement. Peut-être à Ali, il répondra mieux. Bonsoir. Ceux qui ont fait des études sur l'art, sur les scènes, comment ils peuvent s'y intégrer? Alors, d'abord, venir à nos activités, participer à nos ateliers, être en contact avec nous, et en même temps, peut-être pas cette année, mais par rapport à l'avenir, par exemple, notre objectif, c'est non pas de faire une simple exposition, mais à partir de là, de créer un espace de réflexion, un espace de production, et aussi pour tous nos artistes qui s'intéressent aux nouvelles technologies, doivent pouvoir venir dans cet espace. C'est ça que nous voulons faire. Donc, cette année, nous avons une collaboration avec 42 dans le cadre de l'exposition. C'est une plateforme de ressources ouvertes, c'est soutenu également par le ministère de l'Industrie, c'est un espace particulier, et nous sommes très heureux que cela participe à ce projet. Et il y a aussi des amis qui s'intéressent aux différentes technologies, il faut qu'ils puissent y participer, d'avoir tout un espace de réflexion autour de ça, autour des différentes programmations et de programmes d'ordinateur, travailler dans ce domaine, dans ces conceptions. Et là-dessus, nous voulons toujours les intégrer, de faire en sorte qu'ils soient partie prenante de ce projet. Merci beaucoup, Ali. Une toute dernière question, peut-être. Est-ce qu'on pourrait planifier quelque chose comme la fête de la lumière à Lyon avec les bâtiments iconiques en Turquie? Belki bu akşam yemekte. Yani bu soru, evet. Peut-être ce soir au dîner, on pourrait en parler. İnsanlar deniyor diyelim, çalışıyor diyelim. En un mot, si on peut transplanter l'expérience qu'on a eue à Lyon ici, on voit bien que ce qui est intéressant, c'est sur quel terreau les choses se développent, quel sens ça a pour les locaux d'abord, et puis à la rencontre de quel public on va, comment on le fait. Donc il me semble qu'il y a l'air d'avoir une très bonne tradition technique, technologique, avec tout le travail réalisé par les artistes qui sont ici et tous ceux qui sont pas présents. Peut-être se baser là-dessus pour faire une proposition commune actuelle et qui rencontre voilà, un public avec du sens. C'est ça l'idée. Merci.
Et une dernière question pour toi, Romain. Est-ce que l'art numérique pérenne va-t-il supplanter les installations éphémères? Ça dépend des budgets. Ok. Alors, bien sûr, la notion d'espace public est fondamentale. Nous, on est à Lyon, une municipalité, et l'idée, c'est de pouvoir proposer des choses gratuites pour confronter les regards de façon accessible pour tout le monde. Donc, si on peut continuer de le faire toute l'année, c'est forcément aussi un espace de rencontre qui est démultiplié. Très bien, merci. Je vérifie si j'ai pas d'autres questions ou pas. Ah, ouais. J'ai une autre question. Je vais la lire en turc. L'art numérique, c'est quoi? Oui. L'art numérique va au-delà d'utiliser le lieu comme un espace d'exposition, elle est intégrée à l'espace d'exposition. Et quels seront les effets sur l'architecture à l'avenir? C'est vrai que c'est intéressant de prolonger ce que disait aussi Djandash, c'est-à-dire que l'architecture, et notamment l'architecture paramétrique, moi, je dirais, c'est pas un rêve, mais en tout cas, j'aimerais que l'architecture ressemble plus à la nature. Donc ça rejoint un peu la logique du biomimétisme. Alors que nous, on travaille beaucoup sur cette question-là dans la géométrie polyédrique notamment, et puis j'ai été beaucoup influencé dans mon travail sur le travail des architectes utopistes, notamment Buckminster Fuller, à travers le déploiement d'architecture qui génère un maximum de volume avec un minimum de matériaux qui sont, je dirais, inspirés par la nature, mais qui sont déjà des architectures qui commencent à être datées. Maintenant, à nous, en tant qu'architectes, d'utiliser les outils numériques, le code, pour pouvoir développer des architectures qui continuent cette logique de dépense de matériaux minimales pour générer un maximum d'espace, et puis finalement adapter l'espace public par l'architecture en analysant les flux, en se servant de l'intelligence artificielle pour pouvoir modifier la ville et peut-être la rendre plus organique. Évidemment, les espaces ont intérêt à bouger, c'est-à-dire que là, tout ce qu'on présente, et nous, on s'inscrit vraiment là-dedans, puisqu'on travaille dans des architectures patrimoniales fortes, on a un château, etc. On est dans cette logique de valorisation du patrimoine, parce qu'on vient d'un pays où il y a de grandes ressources patrimoniales. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est dans un musée de la ville, et que la ville ne doit pas évoluer au rythme de notre époque. Et cette architecture, elle doit être pensée, elle doit être écrite, elle doit être conçue en utilisant les outils, mais elle doit aussi ne pas être une énergivore, elle doit pouvoir aussi être dans une logique, on va dire, de symbiose entre ce que peut nous donner la Terre en tant que ressource, et puis ce qu'on va prélever dans cette Terre pour pouvoir générer ces nouveaux espaces, sachant qu'on dispose déjà de volumes et d'architecture vides à un niveau très important sur Terre, et donc du coup, créer des nouvelles architectures, c'est aussi oublier de prendre le temps de rénover et d'exploiter ce qui est déjà existant et qui finalement est vide. Mais il n'empêche que la question de conception et de s'inscrire dans notre époque en tant qu'architecte, etc., elle doit être au centre du débat. Et moi, je rejoins Djandash sur la question du biomimétisme, etc. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu. Alors lui, il est un petit peu plus dans des tripes de perception, de rentrer dans le cerveau et tout. Moi, je ne vais pas tout de suite trop rêver de ça, de rentrer dans... mais sur l'espace, sur l'architecture, là, vraiment, je pense qu'on a quelque chose à jouer, notamment avec l'usage du numérique et puis des data analysis de manière générale. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy. On va maintenant terminer la rencontre. Est-ce que vous avez une dernière truc à exprimer ou pas, ou c'est bon? En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci Ali, merci Romain, merci Denis, merci Djandash et merci Jérémy. Merci, Simon. Et encore merci à tout le monde qui nous a rejoints ici par Zoom sur la Nuit des Idées 2022. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt, j'espère. Au revoir.